Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 27 avril 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. Mais avant, je voudrais vous parler d'une banque numérique qui est suisse. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que je pense que vous le voyez actuellement, ils sont un petit peu en chien et je pense que c'est un petit peu dangereux de laisser son épargne que sur des comptes européens. Et du coup, je suis moi sur cette application qui est tout simplement une filiale de Swissquote et c'est une banque suisse où vous pouvez, il n'y a pas de frais, où vous pouvez tout simplement placer vos fonds. Bien sûr, vous avez des grandes banques suisses où vous allez pouvoir placer, mais il faut vraiment un gros montant. Là, l'avantage, c'est que même avec 100 euros, vous pouvez les positionner dessus. Vous pouvez aussi donc vous épargner, vous pouvez investir, c'est-à-dire on peut acheter des ETF, des actions, des cryptos. Il y a pas mal de choses. Et les frais, on va regarder les frais, ce n'est vraiment pas grand-chose. On va regarder ça. Donc vous avez un compte IBAN Suisse gratuit, une gestion du compte gratuit, frais de garde gratuit, carte gratuite Mastercard, carte virtuelle gratuite, paiement sans contact gratuit, paiement mobile gratuit, compte multidevise gratuit, retrait d'espèces en Suisse, un retrait, alors attention en Suisse bien sûr, retrait d'espèces à l'étranger, là par contre ça fait très mal, donc ça surtout pas l'utiliser pour faire des retraits en espèces. Le changement de devise 1%. Voilà, les virements bancaires en Europe, 4. Donc virement bancaire, c'est pas en Europe gratuit. Il faut savoir que c'est plus quelque chose pour mettre son épargne. C'est pas pour vraiment pour l'utiliser pour tous les jours, mais par contre pour protéger son épargne. Et puis aussi, vous pouvez investir. Je pense que ça peut être intéressant d'être dans une juridiction autre que l'Europe. J'ai reçu récemment un message comme quoi j'étais sur N26 et N26 m'oblige à reprendre un IBAN français. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il c'est pas mal de se diversifier et d'aller un petit peu hors Europe. Et la Suisse me paraît en tout cas un très bon choix. Donc on va commencer l'actu. Aujourd'hui on parlera bien sûr de l'actu générale, un peu de géopolitique et aussi du XRP Healthcare et d'une entreprise qui est liée à Ripple. D'ailleurs Ripple détient un gros pourcentage de cette société qui s'appelle Finastra. Voilà, donc on va commencer, on va regarder le calendrier économique pour la semaine prochaine, ça risque de bouger, je pense. Vous avez mercredi, ça sera vraiment le jour très important, même si c'est férié en Europe. Vous avez tout simplement les chiffres sur les créations d'emplois, sur le PMI manufacturier, sur les stocks de pétrole brut et un communiqué du FOMC. Et la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, ça sera donc mercredi 1er mai à 20h. Donc on regardera ça avec attention. Vous avez aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage jeudi 2 mai. Voilà. Donc on va commencer l'actualité, quelque chose qui je pense est assez intéressant à regarder. C'est un rapport récent du FMI, du Fonds monétaire international. Et là, je vous laisserai le lien, c'est 5 pages, mais c'est vraiment très intéressant de lire. Donc on va lire un petit peu une partie, même si les perspectives économiques et financières mondiales évoluent vers la stabilité, moi je dirais entre guillemets, perspective de l'économie mondiale avril 2024, il faut pour normaliser la politique budgétaire, toujours composée avec un niveau élevé de dette et de déficit hérité du passé. En sachant que de toute façon ça s'accroît d'année en année, tout en affrontant de nouvelles difficultés après une nette réduction des déficits budgétaires et des niveaux de la dette publique en 2021 et 2022, les agrégats budgétaires ont connu un revirement en 2023 qui a interrompu le processus de normalisation. Donc ils expliquent que en fait ça ne va pas dans le sens qu'ils avaient programmé. Enfin pour moi entre guillemets, de toute façon, ce qui s'est passé en 2020, ça a été fait exprès pour justement détruire cette économie. Les agrégats budgétaires ont connu un revirement en 2023 qui a interrompu le processus de normalisation, un rééquilibrage budgétaire manœuvre dans un contexte où les perspectives de croissance à moyen terme ralentissent et les taux d'intérêt réels demeurent élevés. Donc on sent qu'il y a quand même une ambition
de redescendre un petit peu les taux, et c'est ce qui normalement devrait arriver en cette fin d'année 2024. Juin, je suis pas sûr. En Europe, oui, mais aux États-Unis, je ne pense pas. Un resserrement budgétaire permettrait également d'aborder plus aisément la dernière ligne droite de la désinflation, en particulier pour les économies en surchauffe. 4 ans après le début de la pandémie de Covid-19, les déficits budgétaires et l'endettement sont plus élevés par rapport aux prévisions établies avant la pandémie. La hausse des taux d'intérêt a accru les charges tandis que les dépenses au titre de prestations sociales, des subventions et des transferts monétaires se sont accrues. Donc en fait, ils ont fait énormément de dépenses publiques et en même temps, les taux d'intérêt, en les augmentant, ça a permis d'augmenter l'inflation. Bon nombre de pays ont lancé de nouvelles initiatives budgétaires pour réduire les impôts et les cotisations de sécurité sociale et augmenter les dépenses par une hausse de la masse salariale et des prestations sociales et un recours à des mesures de politique industrielle. Ces initiatives n'ont été que partiellement compensées par les gains de recettes liés à l'inflation passée. Donc on voit qu'ils ont des objectifs, mais que pour l'instant, les objectifs ne sont pas du tout atteints. Et moi, ce qui m'intéresse, je vais essayer de retrouver, je pense que c'est ici, on va chercher, voilà. Un rééquilibrage budgétaire s'impose dans la plupart des pays pour améliorer la viabilité de la dette et la stabilité financière. Ce rééquilibrage devrait se faire à une cadence réfléchie qui tienne compte à la fois des risques budgétaires et de la vigueur de la demande privée, mais des mesures immédiates sont nécessaires dans de nombreux cas, en particulier lorsque les risques souverains sont élevés, ça c'est pour les États-Unis et l'Europe, et qu'il n'existe pas de cadre réaliste d'action à moyen terme. Il convient, voilà, et ça surtout c'est cette phrase qui me paraît vraiment importante, il convient de mettre fin immédiatement aux mesures d'aide prises pendant la crise et de résister à l'influence du cycle électoral sur la politique budgétaire et la pression pour augmenter encore les dépenses. Donc ce qu'on voit, c'est qu'avant les élections, je pense qu'ils vont continuer à augmenter la planche à billets avec les aides pour la guerre, etc. Donc c'est logique que logiquement les personnes qui sont au gouvernement veulent pas qu'il y ait une hécatombe avant les élections, sinon ils seraient en difficulté pour se faire réélire. Mais le FMI, lui, essaye justement de dire qu'il ne faut pas faire ça et que il faut essayer d'arrêter les aides. Mais s'ils arrêtent les aides, c'est pour les personnes qui sont au gouvernement, ça va pas se faire. Ça va pas être bon pour eux, donc je pense que ça va continuer, mais après le FMI, ils vont, je pense, mettre pression pour que justement on arrête un petit peu toutes ces aides et cette planche à billets. Mais moi je pense que en tout cas sur cette année fin 2024 ils vont encore faire la planche à billets et ensuite 2025 eh bien ils vont commencer à tout couper et les aides vont aussi être réduites et je pense que c'est pour ça que milieu 2025 début 2026 ça risque vraiment de lâcher complètement. On va lire la suite. Et là c'est important aussi, des réformes sont nécessaires pour contenir les pressions accrues sur les dépenses, telles que des réformes de prestations sociales dans les pays avancés où la population est vieillissante. Donc je pense qu'on va avoir des mesures qui vont faire mal. Aussi je pense pour la retraite aussi c'est pareil, ainsi que l'amélioration du ciblage de l'efficacité des systèmes de protection sociale afin de soutenir les couches les plus vulnérables de la population. Donc je pense qu'au niveau de la retraite et au niveau des prestations sociales, je pense que en Europe et aux États-Unis, je pense que ça va, surtout en Europe, je pense que ça va bouger salement et ça va faire drôle à certaines personnes. Voilà, je vous laisserai tout à fait l'article. Il y a 5 pages à lire, mais vraiment c'est très intéressant de lire cet article du FMI. Alors maintenant, je pense que pour début mai, personnellement, il y a pas mal de bonnes nouvelles qui font que je pense que le marché va remonter un petit peu. On a les premiers ETF Bitcoin Spot asiatiques qui seront lancés le 30 avril. Donc il va y avoir des achats tout simplement à partir du 30 avril. Une autre chose, on voit aussi que les ETF Bitcoin et Ether
vont être officiellement approuvés pour commencer à trader le 30 avril. Donc on a aussi pour le Ether. Donc c'est une très bonne nouvelle. On passe à la suite. Et là, par contre, c'est pas une bonne nouvelle. On a un membre du comité de la Chambre qui affirme qu'un projet de loi stablecoin pourrait bientôt arriver. Je vous rappelle qu'en Europe et aux États-Unis, vous pouvez changer vos crypto-monnaies en le convertissant en stablecoin et vous n'allez pas avoir de taxes. Et en fait, ils ont un projet de loi pour justement essayer, parce que pour eux c'est un manque à gagner, donc ils vont essayer de s'en mettre pression pour maintenant, même en stablecoin, vous allez être taxé en France, en tout cas c'est 30%. Après, à réfléchir, chaque problème a une solution, peut-être passer par le gold, par le Pax Gold ou par d'autres, je pense par le Pax Gold, ça peut être une bonne solution s'ils mettent ça en place. Voilà. On passe à une autre actualité et là c'est plus pour les actions. Vous savez que actuellement Alphabet et Meta ont fait un dividende sur leurs actions. Avant il n'y avait pas, donc moi je n'achetais pas, moi j'achète que des actions à dividende. Là par contre ça peut commencer à être intéressant parce qu'on a des dividendes qui vont apparaître. Je pense que Amazon, du coup ils ont la pression puisque maintenant Alphabet et Meta vont verser un dividende. Du coup Amazon je pense que va le faire aussi. Et ça peut être assez intéressant, même si ça montre que en fait ces entreprises là ont atteint une grosse maturité et sont généralement quand ils passent comme ça sur des dividendes, c'est aussi pour attirer un petit peu et surtout qu'au niveau des investissements, à part investir dans l'AI, je pense que maintenant ils se calment un peu et ils essayent tout simplement aussi de récompenser, d'attirer un petit peu les actionnaires vers leur entreprise. Je n'ai pas regardé les taux de dividendes, je regarderai ça pour voir si vraiment c'est intéressant, parce que moi, en dessous de 5% de dividendes, ça m'intéresse pas trop. On continue. Et là, vous avez tout simplement, on va le traduire en français, une loi qui a été passée aux États-Unis la semaine dernière. Et cette loi, en fait, permet tout simplement aux Américains, enfin au gouvernement américain, de pouvoir tout simplement saisir les actifs russes. Voilà, un peu comme on fait l'Europe, alors que c'est pas légal. Et du coup, tout simplement pour moi, ils se tirent une balle dans le pied, comme l'Europe. C'est-à-dire que maintenant, tout simplement, il faut voir que les autres pays regardent ça. Et quand vous voyez que les actifs russes sont volés, c'est-à-dire sont pris tout simplement par le gouvernement, un gouvernement étranger, vous n'allez plus tout simplement mettre vos avoirs chez des gouvernements étrangers, puisqu'ils sont capables de vous les geler et même de les prendre. Donc simplement ça va accélérer la dédollarisation, et aussi pour l'euro c'est pareil, les investissements des étrangers vont pas se faire, il n'y aura pas d'argent étranger qui va aller dans ces pays-là, et pour moi ils se tirent une balle dans le pied tout simplement. Ça va accélérer la dédollarisation, et justement ça va au contraire, ces gens vont aller mettre justement leur argent dans des pays des BRICS, c'est-à-dire les Russes, l'Inde, la Chine, etc. Voilà. On continue, pas une bonne nouvelle aux États-Unis. Le crédit Darling Wester Financial rapporte une hausse des prêts en défaut. C'est-à-dire que le premier trimestre 2023, c'était 185 millions. Et là, on est en premier trimestre 2024, on est à 283 millions. Donc la hausse en un an, elle est de 40%, entre à peu près approximativement 40%. C'est des prêts qui font défaut, et c'est énorme. Voilà, donc ça continue tranquillement à s'écrouler. J'ai fini pour l'actualité. On va parler un petit peu, la dernière fois je vous avais parlé de Stellar avec XLM qui faisait le projet pilote pour l'Ukraine et qui s'est en train d'accélérer. Et là je vais vous parler tout simplement de ce projet qui est le projet aussi, ils ont un projet pilote avec l'Australie.
ça date pas d'aujourd'hui, c'était de l'année dernière. Regardez, vous voyez là, ça date de 2023, d'août 2023, où en fait, tout simplement, la banque d'Australie qui fait un essai pilote avec sur la chaîne, la blockchain Stellar. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a tout simplement un PDF, et sur ce PDF, à la page 41, on voit donc, là vous voyez Novati, Stablecoin Proof of Reserve, et on voit Pilot, Demonstrate the use of LTC to guarantee a stablecoin. Alors c'est le stablecoin australien, c'est AUDD, et qui est backé par un CBDC pilote Mint sur la blockchain Stellar. C'est marqué ici, vous voyez, c'est donc marqué là que c'est sur la blockchain. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'il y a parfois d'autres crypto-monnaies, d'autres entreprises qui se greffent aussi. Et là, on va regarder ça. Vous avez aussi un projet de paiement hors ligne justement en Australie. Et là, on voit donc dans tous les projets pilotes, maintenant, ils essayent aussi de faire des paiements hors ligne parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas internet, s'il y a une panne de réseau, etc. Donc, que ça soit en ligne ou hors ligne, il faut que les CBDC fonctionnent tout le temps. Les CBDC pourraient traiter des situations où la connectivité en ligne est absente. Cela inclut majeure panne, communication, manque de moyens pour se connecter en ligne et ceux qui ne sont pas bancarisés. Il peut y avoir aussi, si vous avez un hack sur votre banque, bah là même avec les paiements offline, logiquement ça pourrait fonctionner. Voilà. Donc, on continue. Et là donc on voit dans ces paiements de la chaîne d'approvisionnement de la construction, on voit que justement dans les paiements hors ligne, toujours pour l'Australie, on voit que nous avons aussi Hedera qui fait partie du lot pour les paiements hors ligne. Voilà. On va juste retourner sur le PDF. Je vais essayer de retrouver. Voilà. Là vous avez en bas sur la page 43, bon, les personnes qui s'occupent du projet de CBDC en Australie, et là on voit les industries participantes, on voit qu'il y a Hedera, pareil, vous avez Novati, je ne sais pas si vous connaissez, qui est important, on a Thales, ici, et je vais vous montrer, vous avez d'autres contributeurs qui sont assez intéressants, on a bien sûr Ripple Labs, nous avons Metaco bien sûr, qui je vous rappelle, les propriétaires sont Ripple pour les frais de garde. Voilà. Et nous passons à la suite sur le XRP Healthcare. Hop. Et on peut voir, c'est assez marrant, il faut un peu de publicité, on a plein de pages où on voit MrBeast, je pense que vous connaissez, c'est un influenceur, et qui tout simplement va aider XRP, il travaille en partenariat avec XRP Healthcare pour l'instant l'Afrique. Je vous rappelle que XRP Healthcare sont essentiellement en Afrique et aussi au Moyen-Orient, mais ça va suivre dans d'autres continents très bientôt. En Asie, ils vont commencer, et je pense que ça va se développer, et c'est vraiment un projet qui va être dans les années à venir très très intéressant. D'ailleurs, il a pompé il y a quelques temps, bon là il est redescendu bien sûr, avec le crash. Voilà. On va continuer et on va parler de Finastra. Je vous rappelle que Finastra, il est détenu à, je crois que c'est 40 ou 50% par Ripple, et là on a une nouvelle, c'est que Finastra réinvente les expériences numériques avec la Next Gen Mobile Banking. L'application bancaire améliorée permet aux banques communautaires et aux coopératives de crédit de rester compétitives, offrant une expérience utilisateur transparente sur plusieurs plateformes et de nouvelles fonctionnalités pour les titulaires de comptes. Cela se produit alors que les institutions financières communautaires s'efforcent de maintenir et d'accroître leur part de marché dans un paysage concurrentiel et consolidé, ce qui nécessite des offres bancaires mobiles de pointe, en particulier lorsqu'il s'agit d'obtenir les générations croissantes de titulaires
de compte. Avec Next Gen Mobile Banking, Finastra offre aux banques communautaires et aux coopératives de crédit des fonctionnalités susceptibles de plaire aux clients et aux membres de tout âge. Mais je pense qu'il tape surtout sur la jeune génération, la génération Z, tels que les outils de gestion financière personnelle intégrés à l'application, avec lequel les institutions financières peuvent offrir aux titulaires de compte un accès facile aux planificateurs budgétaires et plus encore. Voilà. Donc c'est encore une bonne nouvelle pour Finastra. Et c'est pas fini. British Caribbean Bank choisit Finastra pour transformer sa technologie de base. Avec Finastra, la banque est bien placée pour offrir une expérience client améliorée, rester en avance sur la concurrence et faire face aux changements réglementaires. Finastra, un fournisseur mondial d'applications logicielles financières et de places de marché, annonce que British Caribbean Bank, une institution financière basée à Turk et Caicos, offre des comptes bancaires internationaux et des options de prêt personnalisées à sélectionner. Finastra déployé sur le cloud Microsoft Azure pour moderniser son cœur et transformer ses opérations de back-office. Cette décision permet de mieux se préparer aux changements réglementaires et positionne la banque pour une croissance continue. Voilà. Je vous rappelle que bien sûr, dans ces transactions, il y aura bien sûr, avec les clés API, il y aura RippleNet. Donc le XRP sera utilisé. Excusez-moi. Et alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, vous voyez, cette société Finastra, ben, je pense qu'elle va prendre vraiment de l'ampleur. C'est un peu comme la société Ripple, avec ses actions quand ils vont rentrer en bourse. Et j'ai essayé de fouiller un peu pour voir s'il y avait moyen d'acheter des actions Finastra. Je pense que Finastra, Metaco, Novati, ce genre d'applications, de sociétés qui offrent des applications financières, je pense que c'est vraiment des sociétés dans lesquelles, pour moi, ça me paraît intéressant d'investir dans l'avenir, parce que ça va être de plus en plus utilisé, ils vont être de plus en plus demandés, et j'essaye de fouiller pour l'instant, de voir s'il y a moyen d'investir dessus. Pour l'instant, ils ne sont pas rentrés en bourse, mais il y a des investissements privés. Donc j'essaie de fouiller. Je me suis inscrit sur Forge parce que j'ai l'impression que sur Forge on peut les acheter, mais il faut être un investisseur accrédité. Et là, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une astuce comme sur Linkto pour essayer de, quand j'aurai gagné un peu de sous avec le bull run, de pouvoir investir sur ce genre de société, parce que pour moi, je pense que c'est vraiment une grosse opportunité, et surtout qu'ensuite, quand on aura fait nos gains sur la crypto-monnaie, eh bien, va falloir un petit peu investir, pas que dans la crypto, parce qu'après, le marché va être dégueulasse pendant un certain temps. Bon, on pourra réinvestir sur des cryptos à bas prix, mais je pense que c'est intéressant d'aller aussi sur les compagnies qui justement font partie du nouveau système financier. Donc je vais faire un peu mes recherches sur Finastra, Novati, etc. On va maintenant parler un petit peu de Ripple. Et juste pour les personnes qui ne savent pas, il y avait eu en 2015 tout simplement déjà une affaire avec Ripple Labs où ils ont été condamnés. Je vous laisserai le lien. Ils ont été condamnés, c'était pour des histoires de fonds. Il y avait, je ne sais pas si vous connaissiez le XRP, à l'époque ils avaient le fonds XRP2 LLC, c'était anciennement le XRP Found 2, qu'ils ont ensuite révoqué et changé, et ils ont été condamnés à l'époque à 700 000 $. Voilà, je vous laisserai le lien de bien lire tout. Et je me pose la question si depuis il y a eu des ventes institutionnelles depuis cette période. J'ai l'impression que non, puisqu'ils ont changé d'entité, et je me pose vraiment la question de savoir s'il y a eu des ventes institutionnelles avec le XRP depuis ce 2014. Voilà. On passe aux nouvelles du jour. Le transfert XRP Major se produit au milieu de la bataille juridique de Ripple avec la SEC. C'est-à-dire qu'actuellement on voit beaucoup sur Wall Alert, on voit énormément
de mouvement. Et là, on a un tracker blockchain, bon voilà, l'alerte vous connaissez, a rapporté un transfert significatif de 20,28 millions de jetons XRP, évalué à environ 10,6 millions au moment de transfert de Binance d'échange à un portefeuille inconnu. Le transfert, tout en attirant l'attention de nombreux membres de la communauté crypto, coïncide avec le déroulement des procédures judiciaires. En ce moment, il y a énormément de mouvements, même de portefeuilles inconnus à d'autres portefeuilles inconnus. On voit ça en ce moment beaucoup, et des gros montants. Voilà, donc il se passe quelque chose, il y a des choses qui se passent, ils savent les choses, c'est des insiders généralement, ils savent qu'il va se passer quelque chose. Voilà, maintenant je vais vous montrer 3 articles et vous allez essayer de trouver tout simplement les points communs de ces 3 articles. Nous avons le FBI qui met en garde contre les services de transmission de Bitcoin et de crypto-monnaies non KYC, alors que la SEC s'attaque à MetaMask. Nous avons la DeFi Exchange, Uniswap reçoit un avis d'application de la SEC, c'est-à-dire une enquête de la SEC. Troisième, SushiSwap cuisiné par la SEC se met à couvert. Donc quel est tout simplement le lien de ces 3 affaires, et il y en a d'autres, hein. C'est tout simplement ce que je vois, c'est que la SEC, en fait, elle est en train de s'attaquer à fond à la DeFi. Et parce que DeFi, c'est évidemment, il n'y a pas besoin de KYC, et donc c'est pas contrôlé, et ça leur plaît pas. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils vont mettre le paquet pour justement essayer d'attaquer la DeFi, et je me demande si après ils vont pas aller aussi sur les portefeuilles, parce qu'ils attaquent les entreprises de DeFi, mais qu'est-ce qui leur empêche d'attaquer par exemple l'entreprise Decent, l'entreprise Ledger, pour obliger à communiquer tout simplement des informations. Maintenant, logiquement, vous n'avez pas forcément l'identité. Quand j'ai acheté ma Dicen, par exemple, je n'ai pas... Alors oui, bien sûr, il y a le nom. Donc on peut à ce moment-là peut-être retrouver, puisque quand j'ai acheté, bien sûr, j'ai donné le nom, mon adresse, etc. Donc après, ça peut peut-être être judicieux quand on achète maintenant des wallets privés, peut-être que ça peut être intéressant de le faire payer par quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, maintenant, c'est de plus en plus dur. Ils sont en train de vraiment tout verrouiller. Et de toute façon, chaque problème a une solution. On trouvera toujours une solution, mais en restant bien sûr dans la conformité, dans les règles. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai fini. Sinon, au niveau du marché, actuellement, c'est pas terrible. De toute façon, je pense que ça va bouger à partir de milieu de semaine prochaine. Ça va bouger avant, ça va pas bouger, mais il y aura beaucoup de volatilité. Mais je pense que on va être, le mois de mai je pense personnellement qu'il va être bon. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles, et je pense qu'on va arriver dans la petite altcoin season à partir du mois de mai, je pense, personnellement. Sinon, évidemment, actuellement c'est rouge, mais pour ceux qui ont des liquidités, il y a vraiment des bonnes affaires, que ce soit le XRP à 0,515, Hedera qui avait bien pompé pour soi-disant une fake news avec BlackRock. On ne sait pas si c'est une fake news ou pas. En tout cas, il est redescendu. Moi, j'en ai vendu un peu, et du coup, j'ai racheté du Dovu j'ai le Dovu, parce que j'ai beaucoup de Dovu, qui a chuté énormément, et j'en ai racheté un bon paquet parce qu'il a vraiment bien descendu. Et j'espère que au bull run, il va bien remonter, parce que j'ai passé de 1 million à 2 millions de Dovu. Voilà. Et sinon, vous avez le CKB qui a bien descendu aussi, qui peut vraiment être intéressant. Vous avez beaucoup d'opportunités pour ceux qui ont des liquidités. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un petit peu de liquidité sur soi, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà. Et bien écoutez, j'ai fini la vidéo, et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Ciao.